La vraie vie, c'est oser entreprendre. B2B avec Groupe Mutuel. Bonjour Arnaud Nicolas et bienvenue dans B2B. Bonjour et merci pour l'invitation. Avec plaisir, nous sommes à nouveau au salon Watches and Wonders. Vous, c'est la deuxième partie du nom, le Wonders, que vous portez. Depuis 2009, vous dirigez l'épée. Vous produisez des horloges, une catégorie toujours plus reconnue, à l'image par exemple du Grand Prix d'horlogerie de Genève qui a introduit une catégorie. C'est donc la reconnaissance de votre créativité notamment. Votre maison a beaucoup fait parler d'elle en 2024 lorsqu'elle a rejoint le géant français du luxe LVMH. 2 ans après, on fera un premier bilan. On va bien sûr aussi parler de votre présence au salon, la première fois que vous êtes à Watches and Wonders et de vos projets cette année. Mais tout d'abord, qui est Arnaud Nicolas? C'est la partie portrait. Arnaud Nicolas, sur votre bio officiel, votre début de carrière est dans un tout autre domaine, a priori, puisque vous commencez chez Ariane Espace, en Guyane, je crois, au Centre spatial européen de Kourou. Qu'est-ce qui vous avait donné envie d'aller là-bas? Ma formation, j'ai toujours aimé les sciences. J'ai toujours eu un certain aspect, comme beaucoup d'enfants, pour l'espace. Et j'ai eu cette opportunité sur laquelle j'ai sauté dessus. Voilà, moi, les sciences, comprendre les choses, ça a toujours été un vrai dada. Vous aviez aussi envie d'aller dans l'espace? Oui, malheureusement, problème de Dieu, c'était pas possible. Donc, mais oui, j'aurais aimé être astronaute, comme beaucoup d'enfants. Ouais. On passe tous par nos périodes à vouloir avoir un petit peu ces héros, cet imaginaire Ouais. qu'on a essayé de garder d'ailleurs en tant qu'adulte. C'est très utile pour la créativité, mais voilà, on aime. Moi, j'aime comprendre les choses, j'aime l'art, j'aime découvrir. Et c'est pour ça que j'ai étudié les sciences, tout bêtement. Vous avez étudié où? À l'ESSIGELEC, j'ai un diplôme d'ingénieur français en mathématiques et génie industriel. Donc c'était première expérience dépaysante en même temps. Après, si c'est juste, vous travaillez dans le nucléaire aux États-Unis chez Areva. Là, c'est un Exactement. autre genre. Alors, C'est pas toujours tout à la fait dans science. toujours Ouais. la science, mais pas dans le nucléaire. C'est-à-dire que c'était une branche d'Areva qui était là pour développer de la connectique, pour être très précis, de l'optoélectronique pour les satellites. Pas que pour les satellites, mais en grande partie pour tout ce qui était satellite aérospatial. Et alors, à quel moment se fait la connexion, le lien avec la Suisse? Un peu plus tard, puisque alors j'ai eu beaucoup de chance dans ma carrière, c'est que j'ai été débauché par des chasseurs de tête jusqu'à revenir en France, puisque mon épouse, qui n'était pas mon épouse à l'époque, mais qui m'avait suivi en Guyane, qui m'avait suivi aux US, Elle a dit fini l'expatriation, on revient. elle m'a dit, tu sais, on va plus être tout seul, ça serait bien qu'on rentre. Donc bah voilà, elle m'avait suivi beaucoup, donc on a décidé de rentrer en Europe. Et voilà, à ce moment-là, au moment où elle m'en parlait, enfin c'était juste avant, un chasseur de tête m'avait contacté. Et du coup, bah voilà, j'ai suivi ces chasseurs de tête. Je suis rentré dans une autre société qui s'appelait Memscap. Memscap, c'est ça, oui. Qu'est-ce que Où c'est? là, on faisait aussi- J'ai lu que c'était des solutions et produits innovants basés sur les systèmes électromécaniques, c'est juste? Exactement. Et On faisait en traduisant, Memscap parce qu'on crée Memscap. des MEMS, c'est-à-dire des micro-actionneurs et des micro-capteurs sur du silicium. Donc c'est de l'électronique et du silicium embarqué, voire de l'optique. Pareil, beaucoup pour l'aéronautique. C'est par exemple ce qui a permis de multiplier par 2 l'espace aérien. Les capteurs sont tellement précis qu'aujourd'hui, les avions sont capables de se croiser à mi-distance par rapport à il y a 20 ans. Ah, donc à moins de besoin de distance de sécurité, c'est ça? Exactement, pour des notions de sécurité. Alors on n'est pas encore en Suisse. On n'est pas encore en Suisse. C'est l'épée qui vous fait venir en Suisse ou c'est autre chose? C'est l'épée. Ouais. C'est la volonté. Alors, c'est marrant parce que c'est un élément qui est absolument inhabituel. Et on va dire, ça c'est un jeu de hasard. En arrivant en Europe, je me suis dit, je veux une belle horloge. J'ai toujours aimé les horloges depuis tout petit, et j'ai cherché une horloge moderne. J'ai rien trouvé pour la maison.
J'ai rien trouvé pour la maison et je me suis dit, bon, bah, c'est étonnant. Bon. Et puis, quelques années ont passé. J'avais toujours rien trouvé. Et puis, un ami fête son anniversaire. Un ami suisse fête son anniversaire. Et je me dis, il est comme moi, il adore l'horlogerie, il adore les sciences, il a le même parcours que moi, il aime l'ingénierie. Et je me dis, faut que je lui trouve un objet contemporain qui donne l'heure. Et il a une super collection de montres. Je me dis, Donc pas une montre. pas une montre. Je me remets à chercher une horloge et je trouve rien. Et puis, on fête son anniversaire, je trouve un autre cadeau. Et je vais le voir 2 mois après. Et je lui raconte. On était au bord d'un bar, sur un coin de table. On buvait une bière. Et je lui raconte, je dis, tu sais, il me remercie pour le cadeau que je lui avais fait. Je dis, mais tu sais, c'est pas le cadeau que je cherchais. Je cherchais une horloge. Mais j'ai rien trouvé. Il me fait, m'en parle pas. Il n'y a plus rien en Suisse. Et la dernière boîte va fermer. Je me dis, mais comment tu sais ça? Il fait, bah écoute, je connais un ami qui est au conseil d'administration, la boîte va fermer. Et cette boîte, c'était l'épée. C'était l'épée. C'était Suiza qui venait d'acquérir l'épée, mais qui ne pouvait rien en faire parce que la boîte allait mourir. Et là, il me dit, t'as bugué. T'es resté 45 secondes sans rien dire, en regardant. Et je me souviens parce qu'il me réveille quelque part. Il me dit, mais tu penses à la même chose que moi? Et c'est là, je dis, ouais, on va racheter la boîte. Il m'a dit, ouais, on va racheter la boîte. C'était une première, racheter une boîte pour vous. Jusqu'à présent, vous étiez débauché, on vous rachetait. Mais j'avais eu des positions plutôt hautes dans des sociétés. J'avais fait des grandes sociétés. J'avais fait des sociétés beaucoup plus petites comme Memscap, avec des positions hautes dedans. Donc oui, j'avais pas l'expérience d'être numéro 1. Mais et d'être propriétaire. Et propriétaire. C'est pas le même risque. L'entrepreneuriat, mais bon, dans toute ma carrière, j'avais pris des risques. Et l'entrepreneuriat était quelque chose qui me bottait plus que d'être un simple employé. Suiza, on connaît un peu l'entreprise dans B2B, puisqu'on a reçu Fabio Monti il y a quelques années, qui est le directeur de Helvetica Brands, donc de ces couteaux. Donc à l'époque, qui était le propriétaire de l'épée? Alors, l'épée était une société familiale. Donc de 1839 jusqu'à 2000, ça a été une société familiale sans jamais s'arrêter. Et en 2000, jusqu'à 2009, ça a été sous possession anglaise. C'est un Anglais qui avait racheté ça. Un particulier ou un fonds d'investissement? Non, pas un fonds d'investissement. Un particulier qui possédait une société et qui voulait rentrer dans la cour d'Angleterre. Et l'épée avait l'accréditation d'être fournisseur officiel de la reine d'Angleterre. Et du coup, il a racheté pour ça. Et il a, on va dire, laissé mourir un petit peu la distribution. Donc, au bout de 9 ans, la société était plus viable. D'accord. Et là, Suiza a commencé à négocier le rachat. Et c'est à ce moment-là que la société allait plus bien. Et nous, on a racheté l'ensemble. D'accord. Donc, racheté à des bonnes conditions, si l'entreprise était en mauvaise santé? On a racheté à des bonnes conditions, mais par contre, on a racheté quelque chose qu'il a fallu complètement repenser. Et on a fait plus que simplement repenser la société. On a voulu développer un nouveau produit. Puisque aujourd'hui, on ne fabrique plus réellement des horloges. Ce que me dit souvent la presse ou les collectionneurs, c'est que ce ne sont plus des horloges. On les appelle Luxury Kinetic Piece of Art, that give time. En fin de compte, donner l'heure est devenu une fonction annexe à la pendule, ce qui est quand même étonnant. On y reviendra dans la deuxième partie. Une dernière question. Aujourd'hui, vous êtes toujours le directeur, mais je l'évoquais tout à l'heure, le groupe LVMH a pris le contrôle. Vous êtes encore un peu actionnaire ou vous avez tout vendu? Non, je ne suis plus du tout actionnaire. LVMH a racheté 100% de la société, ce qui est très bien. Ça permet d'avoir une vraie sécurité pour la société et pour le futur de cette activité. Il faut savoir qu'on est toujours les seuls au monde à avoir cette maîtrise. Donc aujourd'hui, l'avantage, c'est que seul au monde dans un groupe comme LVMH, c'est sécurisant pour tout le monde. Seul au monde en tant qu'indépendant, il y a beaucoup plus de risques. C'est plus risqué. Voilà. L'épée, justement, son histoire, son modèle d'affaires actuel et ses projets, on le découvre dans la partie entreprise. Arnaud Nicolas, vous l'avez dit, fondé en 1839 par Auguste Lépée, un Neuchâtelois, mais en France voisine, il me semble, dans le Doubs, à Sainte-Suzanne, c'est près de Montbéliard, maintenant basé dans le Jura, à Delémont. 1975, si on fait l'histoire, je crois que c'est un tournant, parce qu'il y a un positionnement
haut de gamme, horloge de luxe. Il y a quand même quelques concurrents, peut-être plus petits, mais Jaeger-LeCoultre fait quelques horloges. On a vu aussi chez De Béthune, chez Chanel. Aujourd'hui, on est à Watches and Wonders. Grosso dans le temps, vous êtes toujours directeur, mais plus propriétaire, vous venez de nous l'expliquer. Pourquoi être à un salon? C'est votre première fois ici dans un grand salon horloger. Ça sert à quoi pour vous d'être là? Alors, c'est vraiment une question de représentativité. Aujourd'hui, effectivement, avant, on était plutôt en ville, en vieille ville. On avait nos clients qui venaient nous voir, mais on n'avait pas la masse de personnes qu'il y a dans ce salon. À deux niveaux. Alors, c'est vrai qu'on ne recherche pas vraiment de nouveaux magasins, de nouveaux points de vente. Donc pour ça, il y a peu de changements. Par contre, au niveau des clients finaux, ils viennent beaucoup plus facilement parce qu'il n'y a pas besoin de sortir de Palexpo. Tout le monde vient ici. Tout le monde vient. Ouais. Donc c'est très facile pour eux d'avoir accès. D'ailleurs, on a énormément de monde dans le stand. On est au 4e jour, fin du 4e jour de Watches and Wonders. Quel premier bilan vous tirez? Un bilan très positif. Il y a beaucoup de gens qui avaient entendu parler de nous, mais qui ne s'étaient jamais déplacés, soit dans un point de vente, soit au salon, et qui ont découvert nos produits. Et ce que j'adore quand les gens découvrent nos produits pour la première fois, c'est l'expression qu'ils ont sur leur visage. Parce qu'entre une photo et le produit en vérité, le touch and feel, il est complètement différent. Même si on n'a pas le droit de les toucher, hein. J'ai vu sur votre stand. On n'a pas le droit de les toucher, effectivement, mais on a quand même quelque part, déjà on fait une présentation, donc il y a quelque part une interaction, mais on a ce côté, on voit la pièce en vrai, on voit les jeux de lumière qu'il y a avec, et les clients retombent en enfance. Et l'horloge, quand même, c'est un produit assez particulier, même si c'est pas rond des horloges, vous nous l'avez dit. Ça intéresse toute la planète, parce qu'ici, il y a un peu tout le monde qui vient à Watches and Wonders, où il y a des clients quand même plutôt d'un type de pays qui sont intéressés d'abord par l'épée. Alors, ce qu'on a vu, c'est que c'est vraiment mondial, d'un point de vue, et à travers toutes les générations. C'est générationnel, c'est toutes les générations. C'est intergénérationnel. Il n'y a absolument pas de catégorie. On a des enfants, mais on a des personnes très âgées qui s'intéressent à nos produits, qui s'intéressent par le fait que ça leur rappelle leur enfance. Ça rappelle aussi, c'est un vrai produit de luxe et ça crée une émotion. On essaye, je dis toujours on essaye, parce qu'on essaie de faire un produit artistique, un produit d'art. Et quel est l'intérêt de l'art? L'intérêt de l'art, c'est d'exprimer un message. Donc nos pièces, on essaye qu'elles parlent aux personnes. Et quand c'est le cas, les clients adorent. Mais du coup, on s'adresse à quasiment tout le monde. On n'a pas un profil. Par contre, tout le monde ne peut pas y avoir accès. Pour préciser les prix. Mais le premier prix, c'est dans les vingtaines de milliers de francs? Oui, un petit peu, juste en dessous. Juste en dessous, jusqu'à au moins 200 000 ou plus. Jusqu'à demi-million en catalogue. Et puis après, on a tout ce qui est personnalisation. Donc, mais surtout, on s'adresse à des personnes qui ont une psychologie particulière. C'est-à-dire, il faut que l'art leur parle. Il faut que l'art mécanique leur parle ou pas, parce qu'on a des pièces qui sont avec l'art mécanique un peu plus cachées que d'autres. Mais voilà, il y a toujours cet aspect kinétique, cet aspect luxury, qui est la prédominante, et cet aspect pièce d'art donc qui should speak to the soul. Et combien de pièces à peu près produisez-vous chaque année? Ça, on ne le révèle jamais. Ça fait partie des éléments confidentiels, principalement parce que c'est pas révélateur. On peut avoir des années où on va faire des pièces plus simples. Mais c'est pas des milliers. Et on va en faire des milliers. Par contre, on peut avoir des années où on va faire des pièces très complexes, comme par exemple l'année où on a fait la pièce en partenariat avec Vacheron Constantin, où là, ça prend beaucoup plus de temps à faire, on va faire beaucoup moins de pièces. Une centaine de collaborateurs, c'est ça? On a une centaine de collaborateurs. Vous recrutez? Vous cherchez? Oui, bien sûr, on est en phase de recrutement actuellement, d'expansion. Le marché se porte très bien. Donc, ça sert aussi à ça, un salon comme ici, à rencontrer de potentiels futurs employés? Non, on va être honnête, c'est pas ici qu'on recrute nos personnels. À la rigueur, si on recruterait du personnel ici, ça serait plutôt du personnel commercial. Or, notre équipe commerciale, on a une centaine de personnes, mais administration et commerce, c'est 7 personnes chez nous. Donc c'est vraiment tout petit. On a cette chance, c'est de ne pas avoir besoin de vendre les produits, c'est les clients qui viennent les acheter. Ça fait toute la différence. Nous, aujourd'hui, on se focalise sur la créativité. Et vous couvrez vos frais? L'entreprise est à l'équilibre financier? Alors, oui, sans problème. Mais oui, on va pas. C'est pas le. Non, mais comme vous dites que les clients viennent à vous simplement, il n'y a pas à aller les chercher, ça change tout. Mais par contre, on a tout le temps pour se focaliser sur le design, l'ingénierie, la créativité et la fiabilité du produit. Et on est connu pour ça. L'épée est vraiment connue pour ce côté
faire des pièces de luxe très bien finies, très techniques, où on allie forme et fonction, avec toute la complexité que ça importe. Il y a beaucoup de délais d'attente pour avoir vos pièces aujourd'hui? Alors oui et non. Ça dépend de la chance qu'a le client. Parce que quand on développe un produit, on essaye qu'il soit valable pour quelques années. Et donc, on fait que des séries limitées. Mais on va la produire par batch pendant plusieurs années. Donc, si le client arrive juste au moment où on finit un lot, s'il n'y a pas eu trop de commandes dessus, il va avoir la chance d'en avoir une. Par contre, s'il y a beaucoup de demandes dessus à ce moment-là, il va être obligé d'attendre. Par contre, moi, je ne prends pas des commandes pendant 4 ans. D'accord. Maximum, c'est 2 ans. Au-dessus de 2 ans d'attente, on dit au client, écoutez, vous revenez parce que c'est plus crédible. Avoir une liste d'attente supérieure à 2 ans, pour moi, c'est pas crédible. Donc, on demande au client de revenir et il peut avoir la chance de, du coup, attendre très peu, mais il peut avoir jusqu'à attendre 2 ans. En novembre dernier, dans World of Tempest, vous promettiez un feu d'artifice, c'était votre terme, en 2026 avec une nouvelle pièce par trimestre. Oui. Vous tenez ce rythme? On est déjà à 4. Et on est au mois d'avril. Et on est qu'au 2e trimestre. Deuxième trimestre. Donc on en a révélé 2 là, on en a révélé 2 autres, enfin même 3 ici, parce qu'on a fait 2 complètement nouvelles pièces, techniques, etc., qui sont le Gecko et le Bait Tracer. Mais on a aussi créé une toute nouvelle pièce, un Albatros, donc qui est, pas un Albatros, un Zeppelin qu'on appelle Albatros, avion, qui est une pièce de métier d'art. Donc là, on a travaillé avec un artiste qui nous a personnalisé la pièce avec des métiers d'art absolument extraordinaires. Tous ceux qui la voient disent « Waouh, comment on a pu en arriver là ?» C'est ce que j'aime, arriver à surprendre nos clients. Même après, ça fait 17 ans qu'on a repris la société, il y a des clients, ça fait 10 ans qui viennent là et qui m'ont dit « Comment tu es arrivé à faire ça ?» Et pas simplement techniquement, et on va dire un côté créativité. Alors, je ne suis pas tout seul à travailler dedans, hein, côté créatif ni côté technique. Bien au contraire, c'est plutôt mon équipe qui travaille dessus. Mais voilà, on continue à surprendre nos clients. Quand vous dites que les clients reviennent, ça veut dire que c'est comme dans l'horlogerie, il y a des collectionneurs, des personnes qui sont amoureux fous de l'épée et qui ont déjà toute une série de pièces chez eux? Oui, on a cette chance d'avoir des collectionneurs. Alors, comme l'horlogerie, mais légèrement différent. Moi, je dirais plutôt comme les collectionneurs d'art. Les collectionneurs d'horlogerie, pour moi, c'est une catégorie dans les collectionneurs d'art. On a plus, nous, le profil de collectionneurs d'art. Parce que ça s'expose davantage comme un tableau, ce que vous proposez? Exactement, aussi. Ouais. Ça se manipule plus comme un tableau, ça s'interprète plus comme une œuvre d'art qu'on ne porte pas. Parce qu'une montre est une œuvre d'art, mais au porté. Donc, voilà, on a cette chance d'avoir des collectionneurs qui nous suivent. Aujourd'hui, le plus gros collectionneur, alors il faudra m'excuser si un collectionneur entend ça et qu'il en a plus, mais aujourd'hui, le plus grand collectionneur que je connaisse a 32 de nos pièces. Ouais. Ce qui est quand même pas mal pour une petite société comme nous. Ouais. On peut dire de quelle région il est? En Europe. En Europe. Hein. C'est pour ça que je dis c'est celui que je connais, le plus gros. Mais on a beaucoup de collectionneurs qui ont eu une dizaine, une douzaine de pièces, on en a pas mal, et qui adorent nos pièces, qui me disent souvent, tes pièces c'est génial parce que c'est des conversation starters. On commence la conversation dessus en regardant la pièce, mais qu'est-ce que c'est? Et puis, comme on a l'avantage de pouvoir commencer par une page blanche, c'est-à-dire que chez l'épée, on ne va pas s'amuser à prendre un mouvement et puis à faire un emballage autour. Qu'est-ce que fait l'industrie? Quasiment toutes les industries. Je ne parle pas que de l'industrie horlogère, je parle de toutes les industries. L'automobile aussi, vous voulez dire? L'automobile, fabricants de micros, d'ordinateurs, d'aspirateurs, tous, ils développent un moteur. Une fois qu'ils ont le moteur, ils appellent l'équipe de design pour construire une enveloppe autour, de manière à le rendre joli. Et après, ils appellent l'équipe de marketing pour vendre la pièce, créer une histoire. Ce qu'on fait chez l'épée, on commence avec une page blanche. Qu'est-ce qu'on veut raconter? Et à partir de là, on développe, une fois qu'on a l'histoire, le mouvement et l'habillage en même temps. C'est-à-dire qu'on va créer un calibre spécifique pour notre objet. Alors, c'est beaucoup plus coûteux, c'est beaucoup plus long en développement, mais par contre, on n'a pas une verrue au milieu d'une pièce. Ce qui nous permet d'avoir une créativité et d'avoir un objet 3D. On peut le regarder par n'importe où, ça sera joli. Toute cette production, vous la maîtrisez complètement. J'ai lu aussi que vous avez peut-être déjà lancé un nouveau site de production pour réunir tous vos métiers sous le même toit. Vous en êtes tout dans cet élément de production qui est évidemment clé dans la réussite de votre projet? Oui, on a repensé complètement notre moyen de fabrication. Ça fait 17 ans, hein, on l'a repensé tout de suite.
On s'est dit qu'il fallait qu'on travaille avec nos moyens qu'on avait à l'époque. Donc on a aujourd'hui 3 petites usines qu'on veut regrouper sous un même toit et continuer à... Vous savez où déjà ? Vous avez identifié le Le lieu but, ça serait d'être à Delémont. de Léman, oui. Voilà. Mais il y a la superficie, il y a... On a un programme de superficie, on a trouvé un terrain qui correspond à ce qu'on veut faire aujourd'hui, un terrain de 20 000 m² qui nous permet de faire une usine jusqu'à 20 000 m². Mais qu'on va faire en plusieurs temps, hein. Le but, c'est pas de faire on va être raisonnable, créer une première usine, employer des gens, parce qu'il faut aussi avoir le temps de les former, de bien faire les choses. Moi, j'aime bien faire les choses. J'aime pas, et je veux pas trahir mon client. Et ça, c'est à quel horizon ? C'est dans les 5 ans que ça sera fait ? C'est moins que 5 ans. Moins que 5 on ans. est déjà dans... On n'a pas encore creusé mis le premier coup de pêche, mais Mais vous avez, on y est. vous avez planifié de construire déjà ou vous avez... Non, on est en train de Encore. travailler dessus avec Ouais. justement. Donc, mais c'est dans une zone industrielle, donc il n'y aura pas de problème dessus. Est-ce que c'est un projet que vous auriez pu faire sans être dans le groupe LVMH ou c'est grâce à la je vais être puissance très financière honnête. du groupe ? Je vais être très honnête, c'est grâce au groupe. C'est grâce au groupe qu'on peut suivre cette cadence. En étant indépendant, ça n'aurait pas été possible. Les investissements qu'on a fait l'année dernière, j'aurais pas pu les faire tout seul. J'étais le facteur limitant de la société. D'accord. Soyons honnêtes, mon ami et moi, qui étions les 2 propriétaires, on était les facteurs limitants. Donc, le fait d'avoir un groupe derrière nous permet d'aller beaucoup plus vite, d'être beaucoup plus fort, et surtout, voilà, nous on n'est pas touchés par la crise. On a cette chance-là, mais aujourd'hui, il y a la crise dans beaucoup d'endroits. Et est-ce qu'on aurait investi autant ? Non. Est-ce que les banques nous auraient prêté ? Allez savoir avec l'environnement actuel. Donc, avoir un groupe derrière aussi solide et avec cette vision particulière qu'a le groupe, c'est extraordinaire. Parce que chaque société au sein du groupe LVMH reste indépendante, avec ses propres pouvoirs de décision, et le groupe est là pour aider. Et je me souviens toujours ce que m'a dit M. Bernard Arnault, gardez votre esprit d'entrepreneur au sein du groupe. Vous travaillez aussi pour le groupe. Vous avez développé des horloges pour Louis Vuitton, par exemple. Quelle part ça représente de votre activité aujourd'hui, ces productions spéciales pour les entités du groupe LVMH ? Alors, on produit pour la marque Lépée. On a donc un site une manufacture qui comporte l'ingénierie et la fabrication. Comme je l'ai dit, la vente est toute petite chez nous. On ne va pas en parler. Mais le côté production et le côté ingénierie est énorme. Mais on travaille pour tout le monde. On travaille, et on le faisait avant quand on était indépendant, et on continue à le faire. C'est la volonté du groupe de travailler pour les personnes du groupe, pour des sociétés extérieures au groupe et pour l'épée. Le but, c'est de diviser les 3 activités. Vous avez aussi travaillé avec MBNF, par exemple, Exactement. qui n'est pas dans le groupe LVMH, en tout cas pas. Mais aussi Chanel, Mais Chanel, oui. Vacheron Constantin, plein de personnes. Chopard, dernièrement, on a fait une très très belle pièce avec Donc eux. vous pouvez continuer à d'ailleurs a été travailler rénové. avec d'autres manufactures qui ne sont pas dans le groupe LVMH. Vous avez encore cette liberté. Exactement. Et au contraire, c'est encouragé. On veut garder cette indépendance. Pourquoi ? Parce que quand on commence à rester tout seul, on sclérose. On a un monopole. On est tout seul dans l'industrie. Si on commence à se refermer, à se replier sur nous, on va scléroser. Et ça, c'est quelque chose qu'on ne veut pas et qu'on ne veut pas dans le groupe. Quand on est avec des tiers, on a ce côté challenge. Ils arrivent toujours avec des nouvelles idées. Et puis, ça nous permet de nous confronter à ces idées, voire même de rajouter et puis de créer quelque chose qui sera encore meilleur. Et si on est tout seul dans notre coin, on est humain. Ouais. On se contente de ce qu'on a. Oui. Donc, non, l'idée, c'est vraiment d'essayer toujours de se challenger et travailler avec des tiers, ça aide. À vous écouter, on a l'impression que vous êtes un peu dans un univers spécial du monde du luxe. Ici, on parle quand même des inquiétudes liées au conflit au Moyen-Orient, le franc fort, les droits de douane. Vous, c'est des projets de développement. Vous échappez à tout ce contexte ? On a cette chance. Est-ce qu'on y échappe ? Je ne pense pas. Simplement, je pense qu'aujourd'hui, nos capacités de production sont bien inférieures à la demande du marché. Si la demande du marché est ici, puis que vous produisez là, si elle tombe ici, vous ne voyez pas. Par contre, si vous produisez ce que demande le marché, la petite baisse de demande du marché fait que vous surproduisez. Nous, on est très très loin. Les demandes du marché, on a aussi l'avantage, c'est que le marché, comme vous l'avez très bien dit, on a des collectionneurs de montres, mais on a aussi tous les collectionneurs d'art. Ce qui fait que c'est un marché qui est bien supérieur à celui simplement de la montre. Merci beaucoup Arnaud Nicolas d'être venu dans B2B. Bonne suite à Watches and Wonders. Mais avant de vous quitter, bien sûr, c'est notre questionnaire de Proust. Quel est votre principal défaut ? L'impatience. Quel conseil donneriez-vous à quelqu'un qui crée son entreprise ? Persévérer. Quelle devise vous répétez-vous chaque jour ? Il n'y a pas de limite. Quels sont les 3 objets que vous emmèneriez absolument sur une île déserte ?
Ah bah une montre, parce que même si on n'a pas besoin de l'heure, on peut s'amuser à la démonter et à la remonter. Ensuite, un bouquin. Et puis, un couteau de survie quand même. Qu'aimez-vous le plus chez vos amis? La franchise. La vraie vie, c'est oser entreprendre. B2B avec Groupe Mutuel.